Retour dans BFM Politique avec mon invité Laurent Wauquiez. Dans un instant, vous allez débattre avec Yannick Jadot qui incarne la campagne des Verts, d'Europe Écologie Les Verts pour les Européennes. Lui est fondamentalement pour avancer vers l'Europe et vous êtes quand même un peu plus pour reculer ou en tout cas pour la transformer. Le débat sera évidemment fécond. Mais revenons d'abord sur un certain nombre de petits points de l'actualité. Vous parliez tout à l'heure d'Alstom. Sur ce dossier, vous disiez nationalisation au fond. Pourquoi pas? Marine Le Pen, elle est un peu plus précise, elle dit qu'il faudrait que la Caisse des dépôts rachète les parts de Bouygues. Est-ce que vous y êtes favorable? Non, moi ce que je dis c'est très précis. Ce que je dis c'est que si pour aboutir à une solution industrielle crédible sur la durée, il faut que ça passe à un moment par une entrée de l'État au capital de façon transitoire, il ne faut pas l'exclure. On l'avait fait en 2004, on a l'exemple qu'on a évoqué ensemble de Barack Obama qui grâce à ça avait pu sauver de façon transitoire General Motors. Donc si ça permet d'éviter que Alstom soit dépecé au profit d'une fausse solution intermédiaire, pourquoi pas? Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout qu'on nous dise quelle solution industrielle. Parce que là, mon sentiment, c'est juste qu'on vend à la découpe. La Caisse des dépôts, c'est un bon outil? En tout cas, ça souligne une chose, c'est qu'en France, on manque cruellement d'un fonds d'investissement qui nous permette de soutenir notre capitalisme industriel. Et on voit bien que comme ça nous manque, on est livré aux investisseurs extérieurs. Mais la BPI, ça suffit pas? On peut avoir la BPI qui peut intervenir, qui est évidemment pour nous, et théoriquement, c'est l'outil qui est fait pour ça. Mais est-ce que la BPI a aujourd'hui la force de frappe qui est suffisante? Quand on compare la force de frappe de la BPI par rapport aux forces de frappe des fonds d'investissement souverains... On n'a pas les moyens suffisants, on ne s'est pas donné les moyens suffisants? Je pense qu'on a commencé à le faire, mais qu'on n'est pas à la hauteur des enjeux. Et donc il nous manque un vrai fonds souverain puissant qui soit capable de mener ce type d'opération. On voit bien que pour l'instant on n'est pas tout à fait à la hauteur. C'est une vente à la découpe qui est en train de se faire? Là, le fait de dire, on a soit le choix d'un côté General Electric, de l'autre côté Schneider, avec chacun qui prend un petit bout sans qu'on ait un vrai projet industriel cohérent, tout ceci m'inquiète parce que, pour la France, c'est une vente à la découpe. Arnaud Montebourg, il dit qu'il est ministre du redressement productif et vous dites que finalement il n'y a pas de politique industrielle en France. Ce que je constate en tout cas, et c'est quand même tellement révélateur, c'est que le fameux ministre du redressement productif n'était même pas au courant d'une opération qui allait se faire sur un des fleurons stratégiques de la France. C'est quand même, ça résume tout. Il n'est pas à la hauteur? En tout cas, ce qu'il y a de clair, c'est qu'il doit sérieusement se remettre en cause, parce qu'au niveau de l'information et de l'accompagnement de nos entreprises, c'est juste dramatique. Et encore une fois, on ne parle pas d'une entreprise quelconque, on parle d'une entreprise stratégique. Sur les 50 milliards, vous dites que vous allez voter contre et on entend pourtant que des gens qui sont quand même proches de votre famille, l'UDI, eux, ils disent c'est quand même bien, c'est quand même un premier pas, donc ils envisagent de voter pour. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où vous vous dites, quand même 50 milliards, il faudrait peut-être soutenir un peu? Si vous regardez dans le détail ce que dit l'UDI, ils ne disent pas on va voter pour. Ils disent on veut ça et tout de suite, avec des exigences notamment sur les économies. Enfin 50 milliards c'est déjà pas mal, non? Oui, mais c'est financé par qui? C'est la seule question qui m'intéresse. C'est-à-dire que quand vous mettez devant une jolie vitrine, mais que l'arrière-boutique ne correspond pas du tout, moi c'est ça qui m'intéresse. On vous dit 50 milliards d'économies, super, mais c'est pas 50 milliards... Et si c'est une première étape? Mais ça n'est pas 50 milliards d'économies. Ce que les Français doivent bien comprendre, c'est que leurs impôts vont continuer à augmenter, que leur pouvoir d'achat va continuer à baisser, et que ces fameux 50 milliards qu'on présente comme étant de l'économie, c'est principalement eux qui vont payer. Et c'est ça qui me gêne. Qu'est-ce que vous pensez des 3 premières semaines de Manuel Valls à Matignon? Vous savez, j'essaye d'avoir un jugement parce que je veux pas être dans la caricature. Je pense qu'il a du courage, qu'il arrive à un moment qui n'est pas facile et que, il essaye en tout cas d'y mettre du sien. Mais, encore une fois, j'essaye d'aller au-delà des discours et des apparences. Qu'est-ce que je vois? Ce que je vois, c'est qu'il y a une constante. Et la constante, c'est que les classes moyennes sont sacrifiées. Cette constante-là, c'est celle qu'on a eue depuis 2 ans. Et ça, Manuel Valls, ça ne change rien par rapport à Jean-Marc Ayrault. Et ça, Manuel Valls, la seule chose qu'il a fait, c'est qu'il a changé le nom. On est passé de augmentation d'impôts à baisse des prestations. Mais pour le reste, il y a une constante, c'est les classes moyennes qui sont sacrifiées. Il y a un thème qu'on n'a pas du tout abordé, que je trouve important à souligner dans le débat de cette semaine. Je ne sais pas si vous avez vu, mais tout le débat consistait à dire qu'il faut un geste pour les plus modestes. Les petites retraites. Les petites retraites. Et les autres? Ceux qui sont à 1400 euros, 1500 euros. Ceux qui sont... vous trouvez que ça stigmatise certains par rapport à d'autres? Ce que je trouve, c'est que depuis 2 ans, l'essentiel des augmentations d'impôts ont été concentrées sur ceux qui sont au milieu. Je ne parle pas seulement des retraités, je pense par exemple des salariés qui sont au SMIC et qui ont des heures sup. Mais enfin, malgré tout, un geste pour les retraités les plus modestes, vous trouvez ça quand même pas mal? Mais évidemment c'est pas suffisant. Évidemment qu'il faut en tout cas préserver les retraités les plus modestes. Mais ce qui me gêne, c'est le raisonnement consistant à dire on met un hochet, on dit vous savez on est gentil quand même, on fait un geste pour les plus modestes. Et les autres, leurre? Oui, c'est bien sûr un alibi pour moi.
C'est un alibi. Les petites retraites, le geste sur les petites retraites de Manuel Valls, pour vous, c'est un alibi? C'est un alibi qui cache le reste. Le reste, c'est des augmentations massives sur l'ensemble des retraités français. C'est des augmentations massives sur les salariés. C'est des pertes de pouvoir d'achat pour les familles. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire un geste sur les retraités modestes. Ce qui me gêne, c'est que ce geste sur les retraités modestes dispense le gouvernement d'une vraie réflexion sur le pouvoir d'achat. Vous critiquez, effectivement, on le voit, toutes ces mesures. Et en même temps, on vous a entendu tout à l'heure, dans la première heure, vous disiez, moi, mon objectif, c'est quand même de faire en sorte que l'UMP soit prête le jour où on reviendra au pouvoir. Vous estimez qu'aujourd'hui, elle n'est pas prête? Je pense qu'on a, nous, tout un travail à faire. Si vous nous interrogez de dire où est-ce que vous faites les 50 milliards d'euros, est-ce qu'on est bien sûr d'être capable de donner une réponse qui soit suffisamment crédible et précise? Pas sûr. Moi, la première chose que je considère, c'est qu'on doit commencer par faire nos preuves dans nos collectivités locales. Les gens nous ont fait confiance. Si je voudrais aller rapidement au bout de cette idée. On dit qu'il ne faut pas augmenter la dépense publique au niveau national et les impôts au niveau national. Commençons par montrer que dans nos mairies, on est capable d'appliquer cette politique. Et comme je vous le disais, c'est ce que j'essaye de faire dans ma collectivité. Je ne veux pas avoir un discours au national et une autre pratique sur le terrain. S'il y avait une dissolution demain, est-ce que vous seriez prêt? Je pense qu'en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on est prêt à proposer un projet alternatif qui soit suffisamment crédible. Vous seriez pris de court? Non, je ne pense pas, mais je pense qu'on a encore un gros progrès à faire et une grosse avancée à faire. Mais surtout, il y a un point pour moi, c'est que la dissolution, il faut exclure catégoriquement le fait de faire une cohabitation. C'est juste pas possible. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous dites, s'il y a un moment où il n'y a plus de majorité, bah tant pis, c'est François Hollande qui démissionne? Ça veut dire que si le président de la République est dans un tel état qu'il est obligé de dissoudre, que cette dissolution aboutit à un vote de défiance pour lui, ça veut dire qu'il doit partir. Aujourd'hui, vous estimez qu'il est encore cohérent qu'il reste? Vous dites, s'il arrive à un point où il est dans un tel état qu'il faudra qu'il parte, vous estimez qu'aujourd'hui, non, il n'en est pas encore là? Ce que je constate en tout cas aujourd'hui, c'est qu'on est rarement allé aussi loin dans l'abaissement de la fonction présidentielle. On a quand même un Premier ministre qui, depuis le début, a été obligé de faire des tractations avec les Verts, qui étaient quand même dignes de la 4ème République. On va en parler des Verts dans un instant, puisque Yannick Jadot sera avec nous. On a un Premier ministre qui est obligé de négocier avec sa majorité, qui refuse en partie de voter son plan. On est quand même avec un vrai affaiblissement qui m'inquiète. Mais est-ce que vous vous dites parfois, bah oui, en fait, il faudrait que François Hollande démissionne? Non, la seule chose que je pense, c'est qu'il faut qu'il soit bien au clair sur le fait qu'il ne peut pas sortir de cette situation par une petite dissolution habile qui consisterait à passer le témoin à d'autres. Non, il a sa responsabilité de président de la République. S'il prend la responsabilité de dissoudre et que c'est un échec, il doit partir. Un mot justement sur le fait que vous soyez prêt ou pas prêt. Il y en a un qui se prépare en coulisses, c'est Nicolas Sarkozy. Cette semaine, il a tweeté qu'il avait rencontré Hillary Clinton à New York. Est-ce que vous estimez que c'est une façon pour lui justement de se préparer, de continuer d'une manière ou d'une autre avec là? Est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est bien? C'est légitime, c'est quand même, c'était notre ancien président de la République. Je suis toujours frappé un peu de ce débat. C'est-à-dire quand Valéry Giscard d'Estaing intervient, personne ne dit quelle horreur, pourquoi il intervient. En fait, vous comparez Nicolas Sarkozy à Valéry Giscard d'Estaing? Non, pas du tout. Je pense que dans les années 80, quand Valéry Giscard d'Estaing intervenait, on lui disait pas au secours, il faut pas parler. Donc Nicolas Sarkozy, il a sa liberté d'expression. S'il a envie de s'exprimer, il faut qu'il puisse s'exprimer. En tant qu'ancien président, quoi. Et c'est pas à moi de donner. Non, c'est pas le sujet. C'est juste, c'est une personnalité de référence. Pour nous, c'est une figure très importante de notre famille politique. S'il veut continuer. Mais vous comprenez bien que quand vous parlez de Valéry Giscard d'Estaing, pour la politique concrète quotidienne, c'est un has-been. Non, c'est pas du tout. Et aujourd'hui, mais enfin, il a évidemment été une figure de référence. Est-ce que Nicolas Sarkozy a un peu plus d'avenir que Valéry Giscard d'Estaing? En tout cas, ce que je considère, c'est que ceux qui disent qu'il n'a pas d'avenir peuvent faire une lourde erreur. Voilà, c'est tout. Donc ni vous plus, dites ni qu'il ne moins. faut pas insulter l'avenir, il reviendra peut-être, et peut-être comme candidat pour notre famille politique. Je pense, encore une fois, comme on se l'est dit, la question n'est pas pour nous le bal des personnalités et des égos. La question, c'est on revient pour faire quoi? Est-ce qu'on tire les leçons de ce qu'on a réussi et de ce qu'on n'a pas réussi? Et je me mets dedans, parce que j'ai ma part de responsabilité évidemment dedans. Et ce qu'on propose en termes d'alternance, c'est quoi? Et ce pourquoi je milite, vous l'avez compris, c'est des solutions fortes. Aussi bien sur l'assistanat, que sur l'exemplarité du politique, que sur notre politique économique ou que le protectionnisme. Des solutions fortes, ça vaut pour Nicolas Sarkozy, ça vaut pour chacun d'entre nous. Il devra faire ses preuves comme les autres. Non, je pense juste qu'en tout cas, on doit bien être au clair, qu'on ne revient pas pour ne rien faire, ni nous, ni qui que ce soit. Ni nous, ni lui, dites-vous. Et justement, vos pensées sur l'Europe, notamment, elles sont assez radicales. C'est l'heure du face-à-face. On va parler Europe. J'accueille Yannick Jadot.